Bonjour tout le monde, c'est Emeric de Digital for BTP. Aujourd'hui, je suis avec Richard Solaro pour parler de l'écriture sur le web pour mieux vendre. Moi, je suis, comme je vous l'ai dit, Emeric Richard de Digital for BTP. J'aide les TPE et PME du BTP à avoir plus de clients et à recruter grâce au web. Je te laisse te présenter, Richard. Ouais, volontiers. Alors moi, c'est Richard Solaro, je suis consultant web marketing. J'ai une agence de communication qui est basée à Antibes, dans le sud de la France. Et moi, j'aide plutôt les petites et moyennes entreprises de ma zone du sud à être mieux vues sur Internet et à mieux vendre grâce au web. Auparavant, j'ai été journaliste pendant 3 ans dans des presses régionales comme Nice Matin, Ouest France, où j'ai été rédacteur, fait diversier, voilà. Ensuite, je me suis réorienté. J'ai travaillé pendant 2 ans en agence et en entreprise pour la rédaction de contenus digitaux. Et puis ensuite, j'ai été responsable marketing et ça m'a mené aujourd'hui à créer une agence. Ok, ça marche, super. Et donc, toi, actuellement, tu fais beaucoup de création de contenu, c'est ça? Que ce soit des articles de blog Alors, ou même des réseaux alors, sociaux. moi, voilà. Donc, en fait, moi, mes services, c'est la création de sites Internet, ça va être de l'emailing, de la publicité. Mais du coup, en fait, le lien entre tout ça, c'est finalement écrire parce que quand tu crées un site Internet, tu vas rédiger. Tu dois avoir l'objectif de plaire et de vendre. Quand tu crées de l'emailing, c'est pareil. De la publicité, c'est pareil. Les réseaux sociaux, c'est la même chose. Donc, en fait, tout est forcément lié par le contenu et notamment le contenu rédactionnel. Hmm. Ouais, l'écriture, c'est ce qui permet de vendre aux personnes en ligne. Donc, avoir les bons mots au bon moment, tout de suite, ça nous différencie des concurrents. Donc, est-ce que tu pourrais un peu parler du contenu web? Qu'est-ce qui différencie, par exemple, le contenu web du contenu print? Est-ce que ça permet, par exemple, au niveau du référencement naturel? Oui. Alors, le contenu web par rapport au print, déjà, c'est très simple. C'est sur le web, on est beaucoup plus enclin à quitter la lecture. Donc, en fait, on a beaucoup moins de temps pour écrire, enfin, pour lire, pardon, pour convaincre. Il y a aussi une donnée à savoir, c'est qu'on lit 25% moins bien sur une page web que sur une page print. Donc, en fait, il y a beaucoup d'efforts, enfin, il y a un effort en plus à faire sur Internet, là où il y a de la distraction, là où c'est plus difficile de lire que sur du print, par exemple. Hmm. Voilà. Ensuite, par rapport à l'importance de la rédaction web pour notamment le référencement, par exemple, pour un site Internet, si le site Internet n'est pas bien rédigé, si les mauvais mots sont utilisés, si la structure du site n'est pas bonne, je pense notamment au titre, etc. La conséquence, c'est que le site pourrait ne pas être bien indexé par Google et du coup ne servir à rien, ce qui est très dommage. Quand on crée un site Internet, on passe du temps, de l'argent, on met de l'investissement de temps, d'argent dessus. Si le site n'est pas vu, finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, on en parlera, je crois, un peu plus tard. Je crois que tu as un topic à ce sujet. Ouais. Mais effectivement, l'écriture, la rédaction sur un site Internet est très importante pour être vue sur Google notamment. Hmm. Ce qui différencie aussi, ça va être au niveau de la mise en page. Ça veut dire que, comme tu l'as dit, les personnes sur le web sont beaucoup moins attentives. Mhm. Par exemple, si vous êtes une entreprise qui fait de la construction générale, enfin, une personne qui va mettre entreprise construction générale, vous n'allez pas être la seule entreprise que la personne va visiter. Elle va aller sur Google, elle va regarder les 3, 4 premières entreprises. Si votre texte est tout en petit, sans bonne mise en page, la personne n'aura pas le temps de passer 10 minutes sur votre site, savoir ce que vous faites exactement. Donc, c'est très important d'avoir des gros titres, mettre les mots en gras. Par exemple, au niveau de la mise en page, ce qui est très efficace, c'est ce qu'on appelle les bullet lists, c'est-à-dire vos compétences en quelques points. Une grosse erreur que font beaucoup de personnes, c'est qu'elles veulent mettre le plus de choses sur leur entreprise, le plus de choses sur leur service, alors que les personnes, tout ce qu'elles cherchent, c'est de répondre à leurs problèmes. Et c'est pas en faisant un roman de vos services et de votre entreprise que vous allez aider les personnes à savoir ce que vous faites. Et au final, les personnes seront moins susceptibles de vous appeler. Et puis pour rebondir là-dessus, c'est aussi une erreur que font beaucoup d'entreprises qui ne connaissent pas très bien l'art de rédiger, le copywriting. C'est de vouloir trop en dire, de vouloir parler de soi, moi je, nous on fait ci, on fait ça. Mais c'est parce que les gens viennent chercher. Enfin, il faudra parler de vous à un moment donné, mais c'est souvent fait trop tôt.
Et en fait, le processus, enfin, la personne n'est pas encore dans le processus d'achat immédiat. En fait, il se renseigne. Donc, en fait, ce qu'il veut savoir à tout prix, c'est est-ce que vous comprenez son besoin, son problème, et est-ce que vous avez la solution à lui apporter immédiatement. Donc, en fait, si on n'a pas déjà établi ça avant, la personne ne va pas trouver, en fait, on va pas trouver ce qu'il cherchait à la base et va sortir de ce qu'on appelle l'entonnoir de conversion. C'est-à-dire qu'il ne va pas descendre dans l'entonnoir pour arriver jusqu'à votre offre et ensuite acheter. Il va dire, bah non, cette personne ne parle d'elle, ne parle pas de mes problématiques. Donc, je fuis le site et je vais voir autre chose. Et là, vous le perdez peut-être définitivement parce que s'il trouve la solution ailleurs, il ne viendra plus vers vous. Donc là, en fait, c'est vrai que rédiger, c'est a priori facile parce que tout le monde, dès qu'on est à l'école, on sait rédiger. Par Mm. contre, rédiger pour vendre, c'est un vrai métier et ça suppose voilà, des connaissances aussi de marketing et c'est pour ça que c'est décisif pour une entreprise parce que si une entreprise euh, rédige le texte de son site et ne pense pas à ça, il peut vite perdre son client et c'est dommage de ne pas pouvoir Moi, convertir les visiteurs, quoi. ce que j'aime bien dire, c'est qu'au niveau de la rédaction du web, en fait, vous prenez la place d'un commercial et vous ne voulez pas Mhm. avoir votre pire commercial en tant que commercial qui sera le plus vu, qui sera le commercial sur votre page d'accueil. Au lieu de, par exemple, ce que la grande majorité des entreprises font, c'est leur page d'accueil, ils en font une page Wikipédia, c'est-à-dire nous sommes l'entreprise X et Y, nous mettons du cœur, nous avons une entreprise à taille humaine, nous sommes là depuis X années, blablabla, blablabla. Bah, au lieu de faire ça, laissez un peu votre ego de côté et dites votre expert, je ne sais pas, charpente, euh, dé- vous mettez 3 problèmes, charpente particulier, professionnel, travaux publics. Bon, je dis un exemple bidon, mais ça vous donne l'idée. En fait, mhm. En Et- fait, il faut se dire, ouais, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais vas-y, Je j'avais voulais fini. rebondir sur ce que tu disais, c'est qu'en fait, quand on rentre sur votre site, on a à peu près entre 2 et 5 secondes selon les personnes, mais à peu près entre 2 et 5 secondes pour attirer l'attention, en fait. Si on n'a pas attiré l'attention entre ces quelques secondes, ça va très, très vite. La personne sort du site, elle a une pléthore de sites qui arrivent ensuite dans la première page Google et vous le perdez. Donc, en fait, il faut que dès le début sur votre site, les 2-3 premières secondes, on sache exactement quel problème vous résolvez et ce que vous apportez comme solution. Voilà, c'est vraiment la priorité quand on a un site Internet. Je crois que c'est déjà arrivé à tout le monde. C'est vous faites une recherche sur Google pour un problème bien spécifique. Vous allez sur un site, il y a plein d'éléments, mais vous ne savez pas vraiment ce que fait l'entreprise et bah, vous n'allez pas la contacter, vu que vraiment, vous n'aurez aucun contact de personnes qui vont vous dire, vous faites quoi exactement. Et si vous avez un mail comme ça veut dire que votre site est vraiment mauvais. Et le problème d'avoir un site comme ça où on ne sait pas clairement ce que vous faites, c'est que derrière, bah, les visiteurs, ils vont quitter votre site sans jamais revenir. Ouais, j'ai tendance à dire que, bah, en fait, c'est ce qui se dit d'ailleurs dans le marketing en général, c'est qu'en fait, si vous n'êtes pas capable de dire en une seule phrase ce que vous faites et ce que vous apportez, eh ben, la personne ne le comprendra pas. Donc, c'est-à-dire que là, pareil, quand on conçoit son site, les 2-3 premières secondes, les 4 premières secondes, il faut que vous puissiez voilà, donner votre valeur en une seule phrase. C'est généralement ça qui est fait par les grandes entreprises. Vous arrivez sur n'importe quel site de grande entreprise, et ben, vous tombez directement sur une phrase clé qui fait que vous dites, OK, je suis sur le bon endroit, je vais continuer à lire la suite. C'est-à-dire qu'en fait, l'attention, on la gagne petit à petit. Au début, on a 2-3 secondes pour attirer l'attention. Ensuite, on va avoir une poignée de secondes supplémentaires pour susciter un peu l'intérêt. Et au fur et à mesure où on a réussi ces premières étapes, on va avoir de plus en plus de temps pour ensuite expliquer un petit peu comment on résout le problème du client. Mais ce n'est pas au début qu'il faut faire ça parce qu'on n'aura pas le temps de le faire. Mm. Et je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais ce que font beaucoup d'entreprises, beaucoup de TPE, c'est que ce qu'on appelle le hero section, donc la première chose que les personnes voient, ils mettent une phrase Mhm. philosophique et c'est la chose à absolument pas faire parce que vous allez perdre les personnes. Au lieu de mettre, je sais pas, j'ai pas d'exemple qui viennent en tête, mais au lieu de mettre une citation d'Albert Einstein ou je ne sais pas quoi, mettez clairement ce que vous faites. Les personnes ne sont pas ici pour voir un recueil de poésie. Donc, il faut être clair sur ce que vous faites et n'avoir aucune ambiguïté. C'est vraiment aussi l'une des règles du copywriting. Donc, je répète, le copywriting, c'est le fait de vendre par les mots. C'est d'être très clair sur ce que vous faites. Et l'un des points, ça va vous paraître absurde, mais c'est de parler comme une personne de 6 ans. Parce que du moment où vous parlerez comme une personne de 6 ans, ça veut dire qu'absolument tout le monde pourra comprendre ce que vous faites sans ambiguïté.
Alors, j'aimerais rebondir là-dessus. Je pense qu'il faut qu'on peut être compris par un enfant de 6 ans. Par contre, après, dans l'aspect rédactionnel, évidemment, on ne va pas écrire comme une personne de Ouais, ouais, 6 je ans. voulais te dire, Mais dans l'idée, voilà, je veux juste préciser ça, c'est qu'il faut pouvoir être compris, on va dire au moins sur l'utilité de votre valeur ajoutée. hmm, Ensuite, après, quand on descend un peu dans le tunnel de vente, comme je disais tout à l'heure, on va avoir un peu plus de temps pour discuter. Et là, si vous avez une entreprise qui est experte dans un domaine assez pointu, là, évidemment, vous allez commencer à parler un jargon qui sera un peu difficile hmm, à comprendre pour un enfant de 6 ans. Mais ce que tu dis, Émeric, c'est très vrai, c'est que vraiment la phrase qui vous définit, qui définit votre entreprise, elle doit être comprise par tous, effectivement. Et ce que tu disais par rapport aux citations et aux phrases bateaux qu'on trouve sur certains sites, le problème, c'est que vous n'allez pas vous différencier des autres sites qui sont en dessous. Il faut vraiment que dès les premières secondes, on sache que vous êtes différent, que vous apportez une valeur ajoutée et que vous répondez tout de suite à la problématique du client. voilà. Et rien qu'avec ces petits changements, donc au niveau du texte sur la page, par exemple, d'accueil ou vos pages service, et aussi bien organisé, bon là, on va un peu différer du sujet principal, mais donc en ayant des textes qui soient clairs et vendeurs, et en ayant une page bien structurée, c'est pas rare d'augmenter par 2 ou par 3 le nombre de personnes qui deviennent clients. Donc vous imaginez que vous aurez 2 à 3 fois plus de clients. euh, Ça vaut quand même le détour de faire attention à vos textes. Et encore plus si vous mettez par exemple un budget publicitaire comme Google, ou je ne sais pas, où vous payez 5 à 10 euros le clic, bah, avoir une personne sur trois qui deviennent des clients, si vous avez des mauvais textes au lieu de 3 personnes sur 3, vous faites vraiment, vous jetez votre argent par les fenêtres et c'est vraiment dommage, quoi. Oui, c'est une question d'optimisation. Après, enfin, faut se dire, faut partir du principe que les plus grandes entreprises ont des dizaines de copywriters qui font que ça de leur journée. Donc, c'est pas pour rien. C'est vraiment c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, effectivement, les grandes multinationales ont un budget énorme à consacrer à la communication, mais pour autant, tes clients auront besoin d'au moins une personne qui sache maîtriser les fondamentaux du copywriting pour justement que leurs investissements ne partent pas, comme tu le dis, par les fenêtres et que les 5-10 € qu'ils consentent à dépenser par acquisition, ils puissent être utiles et puissent permettre d'ailleurs Mm. de convertir en vrais clients en appel. Ouais, c'est clair. Le métier de copywriter, c'est vraiment un métier très peu connu en France, mais aux États-Unis, par exemple, il y a des copywriters qui sont payés par site, hein, plus de 100 000 € pour moins de 1 000 mots parfois. Bon, je vous rassure, c'est ni les tarifs de Richard et moi pour une seule page, mais ça vous Non, pas donne une encore. idée de l'efficacité que ça peut avoir. Mm. Aussi, au niveau du copywriting, on a parlé de ne pas parler de vous, mais de parler plutôt des clients. Et quand vous parlez des clients, il suffit pas seulement de parler d'eux, mais il faut toucher la corde sensible. Il faut jouer sur les émotions des clients. Je ne sais pas si Tout à tu fait. veux un peu rebondir dessus, Richard. Oui, alors c'est un un des principes du copywriting, c'est de susciter de l'émotion. C'est-à-dire que on va rédiger pour provoquer chez le lecteur une émotion particulière. Le but, c'est pas d'écrire pour faire un listing de courses ou pour faire une fiche produit, quoi. Enfin, Mm. évidemment, dans les fiches produits, on va aussi pouvoir faire du copywriting, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas forcément envie de lire une notice de frigo, quoi. Ce qu'on a envie, c'est de comprendre le bénéfice tout de suite et puis de comprendre l'histoire qu'il y a derrière, de comment a été créée la solution, les hommes qui composent le concept, en fait, et c'est de donner envie, finalement. C'est de la séduction. Faut vraiment comprendre que le copywriting, c'est de la séduction. Donc, la séduction, elle passe forcément par de l'émotion, et c'est là qu'intervient le copywriting, c'est-à-dire qu'il faut rédiger de manière à susciter de l'émotion chez les autres. Ouais, exactement. Par exemple, quand vous regardez les pubs de Coca, de Kinder ou autre, ils ne parlent pas de notre Coca à X, Y ingrédients. Déjà parce qu'il Mm. serait éliminé notre ingrédient principal, le sucre. Ouais, c'est possible. Mais en fait, vous regardez leurs pubs, ils ne parlent jamais du produit en lui-même, mais ils montrent des actions de vie, de famille, des actions où les personnes sont heureuses. Et à la toute fin, c'est là où on découvre le produit. Comme quoi, en fait, il ne faut pas parler de votre produit, mais de ce que ça va apporter.
Oui, Prenons l'exemple d'une personne, je ne sais pas, qui fait de la charpente et qui fait de l'isolation. Bah, au lieu de dire nous utilisons les meilleurs matériaux pour l'isolation, vous essayez de faire l'image d'une personne qui va rentrer chez elle avec une maison bien isolée. En été, elle ne crève pas de chaud et elle ne doit pas attendre 10 minutes pour que sa maison refroidisse quand elle rentre. Je prends un exemple bidon, hein, c'est pas réfléchi, ça, c'est un très bon exemple. mais il faut vraiment que la personne puisse visualiser ce que sa vie va être après que Mhm. vous achetez son produit. Par exemple, en parlant de nous-mêmes, au niveau du web, bah, on visualise aux personnes bah, qu'elles n'auront plus de problème à trouver des clients, qu'elles auront des clients qui leur plaisent et des clients qui leur paieront bien, et tout ça en automatique. Et c'est pas mentir, c'est la réalité. Et il faut montrer cette réalité sous son meilleur jour, quoi. Oui, c'est ça. En fait, faut expliquer en gros qu'on comprend bien les besoins et les problématiques qu'ils ont et qu'on a la solution à leur apporter. Donc là, évidemment, je préfère le dire, on ne vend pas du rêve, on vend de la vérité. C'est-à-dire que ce qu'on explique, les émotions qu'on suscite, tout ça, c'est une manière de faire comprendre au prospect qu'on a la solution pour lui et leur dire coucou, c'est nous en fait, on va résoudre ton problème. Voilà. Je tiens à le dire ça, c'est parce que c'est souvent aussi une image qui est un peu véhiculée, un peu négative, que j'avais aussi à une époque, du commercial, voilà, qui va forcément tout vendre et n'importe quoi. C'est pas ça du tout. En fait, l'objectif, c'est de vraiment cibler au maximum les personnes qui sont intéressées par notre valeur ajoutée. Et ça va être bah, de lui dire ce qu'on peut faire pour l'aider, justement. Donc là, ça passe évidemment par le copywriting. Et pour rebondir dessus, j'ai envie de dire, si vous êtes certain que votre produit est très bon et que vous êtes certain que vous offrez un super service qui peut être mieux que celui de vos concurrents, bah, ça serait presque criminel Mhm. de ne pas montrer à ces personnes que voilà, vous avez la solution pour eux, qu'il faut passer par vous. Donc, c'est bénéfique vraiment pour tout le monde de votre côté parce que bah, voilà, vous aurez plus de clients et du côté du client parce qu'il comprendra que vous avez la solution et que vous êtes la personne la plus adaptée à résoudre son problème. Exactement. Puis aussi, on parle du copywriting donc pour vendre, mais il y a aussi un aspect du copywriting qui est aussi tout simplement l'image de marque, c'est-à-dire comment les personnes nous perçoivent, parce que on a parlé beaucoup de vendre, mais avant de vendre, il faut être connu, il faut être visible. Donc, quand on est visible, donc on a discuté tout à l'heure du référencement, de la publicité, etc. Mais les premières interactions que le prospect va avoir avec nous, avec votre entreprise, bah, ça va être votre site Internet, ça va être vos pages sociales. Donc, en fait, dès le début, il faut que la personne soit rassurée sur votre professionnalisme, sur votre capacité à structurer votre pensée, à comprendre son besoin. Et puis surtout, un site qui n'est pas bien rédigé, qui est peu professionnel, des pages sociales qui sont un peu, pas laissées à l'abandon, mais qui manquent de contenu ou qui sont mal rédigées dans les… Je dis des bêtises, par exemple, mais ça peut être un descriptif qui est très mal rédigé, qui ne donne pas envie, qui ne permet pas de comprendre exactement ce qu'on fait. Tout ça, ça va laisser de manière subconsciente ou pas, ça va laisser une image auprès du prospect. Et le prospect va se faire déjà une image de vous avant même de vous contacter. Mm. C'est ce qu'on appelle l'irréputation. C'est entre autres ça, ça peut être aussi évidemment les avis que peuvent avoir les personnes sur vous, les notes qu'on vous donne, mais ça va surtout être aussi votre capacité à paraître professionnel et à paraître, voilà, être la bonne personne qu'il faut contacter. Donc ça, évidemment, ça passe aussi par du copywriting, c'est savoir aussi bah, rédiger de manière synthétique, sobrement, mais de manière efficace, là aussi de véhiculer des valeurs, des émotions. Et donc voilà, ça sert à la fois pour vendre, mais aussi pour se vendre soi-même, c'est-à-dire bah, pour son image de marque. Et ouais, tu as raison au niveau des textes et même aussi du design du site. C'est Mhm. un tout. En fait, l'aspect que vous renvoyez va indirectement renvoyer à la qualité de vos services, ce qui est pas forcément bah, ce qui n'a pas forcément de lien en réalité, parce que si vous faites, je ne sais pas, des belles maisons, bah, vous ne faites pas forcément, vous ne devez pas forcément avoir un beau site dans votre esprit, mais c'est pas ce que va se dire le visiteur moyen de votre site. S'il voit que vous avez un super site, bah, ils vont se dire ah bah celui-là, je peux lui faire confiance. Si son site est pro, bah, derrière, le service, il va être encore plus pro.
Alors que En si fait, si ouais, vous avez un site tout, fait à la main, vas-y, vas-y. que votre petit neveu de 12 ans a fait lors des vacances une après-midi, bah forcément, votre entreprise ne va pas renvoyer la même image. Ce qui veut dire que derrière, il y aura moins de personnes qui vont vous contacter et ça sera les clients aussi les moins intéressants. Parce que, ils vont se dire, bah, eux, ils sont peut-être un peu plus amateurs, donc je vais peut-être pouvoir jouer plus sur les prix. Et c'est pas les clients que vous voulez. Donc justement, pour rebondir sur le côté amateur et professionnel, en fait, un truc tout bête qui peut venir à l'esprit de vos prospects, c'est ah, il n'a pas investi dans un site, c'est-à-dire que son entreprise, elle n'a pas les moyens de se payer une image professionnelle. Donc, je dis pas d'avoir un site à 100 000 euros, mais d'avoir un site qui soit structuré, bien rédigé, des pages sociales qui sont compréhensibles, professionnelles. Déjà, rien que ça, en termes d'image de marque, des personnes qui disent ah oui, d'accord, il y a un effet waouh, ils disent ah ok, d'accord. Ces gens-là se donnent les moyens d'être connus, de se mettre en valeur. Donc, c'est des personnes voilà, qui on peut avoir confiance parce que s'ils le font pour eux-mêmes, ils feront aussi ce travail de valeur, de professionnalisme pour les autres. Il y a cette chose. Il y a autre chose aussi, c'est que de nos jours, j'ai vu une étude là-dessus, alors je ne saurais plus trouver la source, je crois que c'est Statista, qui disait que 85% des acheteurs, que ce soit en B2B ou en B2C, ils vont d'abord checker, donc regarder votre présence digitale, votre e-réputation Selon moi, c'est même plus. avant d'acheter. Pardon? Pour moi, c'est même plus, si mes souvenirs sont bons. On mettra dans les commentaires, ou puis les Ouais. personnes mettront dans les commentaires Non, s'ils ont l'info, mais il me semble que c'est plus de 85%. Alors après, le chiffre exact, je ne me souviens plus. ouais, après, il y a les personnes âgées qui vérifient moins aussi. C'est peut-être pour ça. Mais la Peut-être, majorité des personnes va regarder votre réputation. Votre c'est sûr. réputation passe par les avis que vous accumulez sur Google. Mhm. Et ce qu'il y a, c'est que il y a l'expression il ne faut pas juger un livre par sa couverture. On n'est pas censé juger un livre par sa couverture, c'est vrai. Mais les études ont montré en fait que justement, l'immense majorité des personnes jugent un Mhm. livre par sa couverture. Et ça va Oui. être exactement la même chose pour votre site. Oui, c'est ça. Bah, c'est obligé, en fait. Enfin, on n'en a pas forcément conscience, mais regardez, quand vous allez, bon, aujourd'hui, les restaurants sont fermés, donc c'est pas trop le sujet, mais quand vous allez choisir un restaurant, vous allez regarder sur Internet les avis, vous allez voir s'il est bien noté. Et là, si vous voulez commander à manger, c'est pareil, vous allez regarder ça. Quand vous allez acheter, je sais pas, une voiture, vous allez regarder un peu sur Internet le différent modèle, vous allez voir un peu autour de vous ensuite les concessionnaires qui selon vous, peuvent vendre cette voiture. Et puis, vous allez vous renseigner aussi sur les réseaux sociaux. Mais ça peut être pour n'importe quoi, en fait. Ce n'est pas seulement pour des produits de consommation courante. Mm. Et c'est notamment le cas en B2B, où là, il y a un cycle de vente qui est assez long, un cycle d'achat qui est assez long. Les personnes ne vont pas acheter sur un coup de tête. Généralement, en B2B, c'est des semaines, des jours, des semaines, voire des mois avant de se décider de l'achat. Donc, c'est d'autant plus important pour les personnes qui sont chargées de ce projet-là de mener voilà, des études approfondies sur vous et de voir effectivement ce que vous faites sur Internet. Et pour rebondir dessus, dans le B2B au niveau du bâtiment, je vois que beaucoup de personnes délaissent leur site. Et en fait, c'est une énorme erreur. Parce que par exemple, si vous faites des travaux publics et que vous répondez à des appels d'offres, ne pensez pas que les personnes ne vont pas aller sur votre site. La première chose qu'elles vont faire, c'est elles vont regarder les différentes personnes qui ont répondu à l'appel d'offres. Elles vont voir leur réalisation passée et elles vont aller sur leur site à l'immense majorité du temps. En parlant de la réputation, si un particulier veut refaire sa toiture, son carrelage ou n'importe quoi, généralement, c'est à plusieurs milliers d'euros. Et une personne ne va pas dépenser plusieurs milliers d'euros si derrière, elle n'est pas sûre du travail qui va être réalisé. Et comment être sûr d'un travail, même si on n'est jamais sûr à 100%, bah, c'est de regarder les avis des précédents clients. Donc, c'est aussi pour ça qu'il faut soigner son e-réputation. Donc, là, on dérape un peu du sujet, mais il faut soigner vos avis et aussi Ça, votre site web, quoi, pour que les personnes ouais, puissent ouais. voir vos réalisations. On ne dérape pas tant que ça du sujet parce que les réputations, c'est des choses qu'on ne contrôle pas forcément, donc c'est-à-dire les avis, mais ça va être aussi notre manière de rédiger. Donc, on ne Mm. dérape pas du sujet. Et donc, ouais, là, on va partir sur le dernier point qui est aussi la création de contenu plutôt orienté pour les réseaux sociaux. Donc ça va être Mhm. particulièrement bon pour les entreprises qui sont dans le B2B.
Je pense aux entreprises qui servent les entreprises du bâtiment. Et je ne sais pas si tu voudrais un peu développer sur ça, la création de contenu. Alors, moi, je ne suis pas spécialisé dans le bâtiment, mais je peux parler des réseaux sociaux de manière générale. Pour moi, l'intérêt des réseaux sociaux aujourd'hui, euh, c'est toujours intéressant. Bon, je vais juste nuancer un petit peu, c'est que depuis quelques années, les algorithmes ont changé. C'est-à-dire qu'à l'époque, on pouvait poster sur les réseaux sociaux et être vu par l'ensemble de nos abonnés. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, les algorithmes fonctionnent d'une telle manière à ce qu'en fait, 1% seulement de vos abonnés vous verront sur les réseaux sociaux. Ça, c'est sur Facebook. Et à partir, c'est sur Facebook, oui, sur Facebook, mais je pense que sur LinkedIn, c'est à peu près le même concept. C'est un peu le même principe. Sur LinkedIn, la visibilité est beaucoup plus élevée. OK, bon, bah, tant mieux. Je Je crois crois que qu'on est à peu c'était. près à 30% et sur Facebook, ouais, surtout si c'est une page, les 1%, quoi. Ouais, voilà, c'est les pages, effectivement. Mais quand on communique en tant qu'entreprise, on communique généralement par le biais d'une page. Donc après, Mm. effectivement, on peut avoir un profil où on met en valeur et tout l'entreprise, effectivement. Ouais, Mais je on vais va faire dire un dans le concept. je vais faire un petit Non. aparté. Si vous êtes un chef d'entreprise, je vous déconseille hors Facebook de poster avec votre page. Sur LinkedIn, il est préférable de très loin de poster avec votre profil personnel pour parler de votre entreprise que plutôt écrire sur votre page d'entreprise et le partager sur votre profil personnel. Donc, essayez au maximum sur LinkedIn d'écrire avec votre profil personnel. Il y aura la plus grande visibilité et aussi les personnes derrière auront un taux d'engagement beaucoup plus élevé. Ouais, effectivement. Et donc là où je voulais en venir, c'est que si les personnes, si une petite partie seulement de vos abonnés voient vos messages tout de suite, l'algorithme en fait va faire en sorte que soit ce message est apprécié, c'est-à-dire qu'il reçoit des mentions j'aime, des mentions, des commentaires, des partages. Et dans ce cas-là, LinkedIn ou Facebook va considérer que votre contenu est pertinent et va le montrer à d'autres personnes. Soit vous n'allez pas recevoir d'interaction et dans ce cas, LinkedIn ne va pas le poster aux autres parce qu'il va considérer que ce contenu n'est pas intéressant. Donc là, toute l'importance du copywriting, c'est d'écrire justement de manière à ce que ces premières personnes, ces premiers pourcentages de personnes interagissent avec vous. Mm. S'ils n'interagissent pas, votre message ne sera jamais vu. Donc c'est là aussi, voilà, je voulais vraiment éclaircir ce point-là, c'est que c'est décisif maintenant et en fait, les entreprises ne le savent pas vraiment, les entrepreneurs ne savent plus parce qu'ils se sont dit, bah, il y a 5-10 ans, c'était comme ça, alors ça continue, mais non, on ne peut plus maintenant juste écrire un message et recevoir plein de likes. C'est un peu plus compliqué maintenant. Justement, l'intérêt, c'est voilà, de trouver des solutions pour faire en sorte que les personnes réagissent et ça passe justement par une bonne écriture des posts. Généralement, ce que je recommande aux personnes, c'est que je vois certaines personnes qui ils écrivent sur leur entreprise, nous faisons ça, réalisation, blablabla. Alors moi, ce que je conseille, c'est de parler, faire un post, par exemple, par semaine sur les problèmes que peuvent avoir vos clients, un deuxième post aussi sur d'autres problèmes et leurs solutions, un post sur vous-même. Donc, vous dites, aujourd'hui, j'ai réalisé ça, ça, ça. Généralement, ça, c'est des posts qui reçoivent des tonnes d'engagement. Et le quatrième post, c'est un post là, par contre, où vous parlerez de votre entreprise. Mais au lieu de parler que de votre entreprise, essayez de varier les contenus en apportant de la valeur, en ayant du contenu engageant, donc en parlant de vous, je ne sais pas, vos exploits, quelque chose qui s'est passé, des croyances limitantes ou autre. Et voilà, et ensuite, vous pourrez parler de votre entreprise, mais faut pas toujours parler de l'entreprise et c'est même la partie qui doit être minoritaire dans votre contenu. En fait, il faut vraiment partir du principe, bon, c'est un peu violent, mais il faut vraiment partir du principe qu'on s'en fout en fait de votre entreprise. Nous, ce qui importe vraiment, c'est ce que vous apportez. Donc effectivement, si les posts sont majoritairement orientés vers nous, on fait ci, nous, on fait ça, on est comme ci, on est comme ça, il n'y aura pas d'interaction parce que les personnes ne vont pas s'impliquer émotionnellement dans votre contenu. Par contre, à l'inverse, si vous utilisez votre expertise pour aider les personnes, pour leur apporter une valeur au quotidien, pour les débloquer d'un petit problème qu'ils peuvent avoir, non seulement vous allez avoir des interactions parce que les personnes vont vous remercier, vont liker, partager, mettre en commentaire des personnes, des taguer, mais en plus, vous allez vous-même vous valoriser parce que vous allez apparaître envers eux comme des experts de votre domaine.
Donc, non seulement vous aidez les personnes, vous vous apparaissez comme un expert, vous vous mettez forcément en valeur. Et les personnes, quand elles vont avoir un problème relatif à ce contenu-là, elles vont se dire: ah oui, c'est vrai, je me rappelle qu'il y a telle entreprise qui m'avait bien aidé. Je me rappelle d'un contenu qui m'avait bien aidé à ce niveau-là. Donc, je vais aller voir un peu ce qu'ils font, je vais aller les contacter. Donc en fait, c'est bénéfique. Et en fait, en parlant des autres, en parlant de leurs problèmes, en apportant de la valeur, vous parlez indirectement de vous, finalement. Et j'ai envie de dire, pour prouver que vous êtes un expert, vous ne devez pas marquer que vous êtes un expert, mais vous devez le Mhm. prouver. Et comment prouver que vous êtes un expert? Bah, en montrant votre expertise. Ça peut C'est paraître ça. tout bête, mais on voit très peu de personnes le faire. Encore moins dans le bâtiment où tout le monde dit nous sommes experts dans la rénovation. Au lieu de dire que vous êtes expert, montrez-le. Ça peut être par vos réalisations. Vous faites un Ouais. avant, un après. Ça peut être par des témoignages clients. De toute façon, il n'y a pas meilleure publicité qu'un client content. Donc montrez-le. Montrez votre expertise via d'autres biais que dire nous sommes experts. Parce que j'ai envie Tout de le dire, monde dit ça. une personne qui arnaque, la première chose qu'elle dit, c'est je ne suis pas un arnaqueur. Donc, dire que Oui, dire c'est que vous ça. êtes expert ne suffit pas à prouver que vous êtes expert envers votre audience. Oui. C'est une erreur que font aussi les entreprises qui essaient de rédiger par eux-mêmes. C'est de ressortir, on va dire, des clichés, c'est-à-dire dire, alors nous, on est expert, on est appliqué, la priorité, c'est la sélection client. En fait, tout ça, ça coule de source, en fait. C'est normal, vous ne devriez même pas le dire parce qu'en fait, c'est normal. Là, ce que vous devriez appuyer, c'est vos réalisations. Effectivement, comme tu disais, les avant-après, ça marche très bien parce qu'on voit directement la différence entre quand vous êtes intervenu, et, enfin, avant votre intervention et après l'intervention. Si en plus de ça, vous taguez la personne à qui vous avez fait ça et que derrière vous met un message, c'était super, machin, très professionnel, c'est encore de la réputation en plus, ça vous montre de l'autorité. Donc voilà, plutôt que se mettre en valeur, essayez voilà, de montrer plutôt votre valeur Ouais, exactement. en rédigeant. Exactement. Il n'y a rien qui vous mettra, vous et votre entreprise plus en valeur qu'un travail bien fait. Et vous n'allez pas vous mettre en valeur en utilisant tous les adjectifs possibles qui existent dans le dictionnaire, quoi. Bon, bah, je crois que Richard, là, on a un peu fait le tour. Ouais, bah ouais. Je réfléchis un petit peu à ce qu'on aurait pu aborder encore. Je pensais notamment au référencement dont on avait abordé un petit peu en début Ouais, de. bah, on peut en parler rapidement. Parce que enfin, quand je parle de référencement, je parlais plus globalement de Google en général. Il y a Hmm. deux manières d'être présent sur Google. On l'a dit tout à l'heure, c'était par référencement naturel. Ça va être avoir un site internet avec les bons mots-clés, avec le bon texte, la bonne structure qui permet de remonter dans les premières positions. Mais ça peut être aussi tout simplement de la publicité sur Google. Donc c'est pas du référencement qu'on appelle naturel, ça va être de la publicité. Donc, c'est-à-dire qu'on va payer Google pour être dans les premières places. Ce qui est vachement intéressant, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir un énorme budget pour passer devant ses concurrents, sinon ce serait trop facile. Google a un algorithme qui permet de classer les annonces qui vont apparaître en premier en fonction de plusieurs critères. Et il y a notamment la partie rédactionnelle de l'annonce. Comment elle est rédigée? Est-ce qu'elle est bien rédigée? Est-ce qu'elle fait cliquer les gens? Est-ce qu'elle respecte Est-ce que par rapport au site que vous diffusez sur cette annonce, est-ce que ça respecte une bonne sémantique de mots-clés? Donc là aussi, que ce soit pour la rédaction web, on va dire gratuite, et pour le référencement payant, il va y avoir enfin, le contenu va être important aussi. Ouais. Et en parlant de contenu, par exemple, poster du contenu régulièrement sur votre blog va donner un indicateur à Google que vous êtes présent sur le web et que vous publiez régulièrement sur votre site. Et Google le valorise énormément. C'est pour ça que beaucoup de sites ont une partie blog. En fait, presque personne ne le lit, c'est la réalité. Sauf que Mhm. derrière, ça permet d'être positionné tout en haut des résultats Google, parce que Google va mettre votre site en avant parce qu'il est actif, parce qu'il est à jour, parce qu'il est récent, parce que vous apportez aussi de la valeur aux personnes. Et pour rebondir sur le référencement payant, surtout dans le BTP, c'est une arme extrêmement puissante parce que c'est sous-utilisé en France. Et on peut trouver des coûts par clic pour certains secteurs. Quand je parle de secteur, c'est de secteur géographique, même en fait des secteurs
industriels et des secteurs d'activité, bah, il y a des mots-clés qui peuvent vous revenir à 2, 3 euros. On peut monter jusqu'à 10 euros, mais c'est extrêmement rare. Mais même si on prend l'exemple où vous êtes à 10 euros par clic, ça veut dire qu'une personne clique sur votre lien, vous payez 10 euros. Vous pouvez dire, non, mais une personne clique sur mon lien pour 10 euros, c'est extrêmement cher. Mais en fait, pas du tout. C'est que derrière, une personne qui va cliquer sur votre publicité, c'est qu'elle est intéressée par vos services. Vous avez besoin qu'une seule personne sur 10 fasse appel à vos services pour être rentable sur votre publicité. Je prends un exemple. Si vous êtes un couvreur, que vous refaites une toiture pour plusieurs milliers d'euros, est-ce que c'est cher de dépenser 100 euros pour trouver un nouveau client? Je ne pense pas vraiment. C'est pareil pour tout le monde, comme les carreleurs, les électriciens, même des plombiers qui peuvent faire de l'urgence. C'est de la publicité qui coûte presque rien. Et derrière, les personnes vont vous appeler et faire appel à vos services car elles vous auront vu sur Google. Et, la publicité Google, pour ça, est extrêmement rentable et extrêmement efficace. Ouais. D'autant plus que derrière, vous pouvez cibler un secteur géographique et être la première personne qui apparaît dans les 30 kilomètres aux alentours. Donc, au niveau de la concurrence, là, vous passez vraiment devant eux immédiatement, quoi. Oui, puis en plus, il faut se dire un truc maintenant, c'est que Google, la nouvelle structure des pages Google fait en sorte que si l'annonce de publicitaire apparaît en premier et qu'en dessous, il y a la carte qui montre voilà, toutes les entreprises dont la vôtre, et en dessous de ça, il y a votre site internet qui apparaît, vous prenez pratiquement tout l'écran en fait de la recherche Google. Et en fait, comme tu dis, c'est vrai, les entreprises n'ont pas encore, parce que je pense que d'ici quelques années, avec le Covid notamment, enfin, les mentalités commencent à changer, le digital commence à prendre de plus en plus de place dans les entreprises. Mais c'est vrai que pour l'instant, il y a quelque chose à faire dans l'immédiat pour les entreprises, notamment dans ton domaine du BTP. C'est qu'il y a généralement peu de concurrents. Donc, en fait, les mots-clés vont être moins chers et vous serez plus rapidement dans les premiers résultats, évidemment. Mmh. Et ouais, c'est dans le BTP, moi, c'est mon secteur, donc je connais pas mal. Il n'y a pas que dans le BTP. Non, bien sûr. Presque tous les secteurs, la publicité Google est extrêmement rentable et elle est sous-utilisée, quoi. C'est vraiment dommage. Mais c'est dommage pour qui? C'est dommage pour les autres entreprises, mais si vous l'utilisez, bah forcément, ça va être super avantageux pour vous, vu que vous bénéficiez de prix ultra bas et derrière, vous bénéficiez d'un trafic ultra qualifié. Et comme disait Richard, si vous faites de la pub Google, que vous êtes premier sur Google Maps, ce qu'on appelle le référencement local, et que vous êtes premier en organique, c'est-à-dire dans les liens non payants, là, vous avez le combo gagnant. Vous aurez plus de 50% des personnes qui cliqueront sur vos liens. Si vous avez 50% du trafic, bah, derrière, vous aurez aussi probablement 50% des clients. J'ai vu une étude là-dessus, plusieurs études d'ailleurs là-dessus, qui disait que environ je crois que c'était 95% des clics se font sur la première page de Google. C'est-à-dire que si vous êtes en deuxième page, il y a très peu de chances que vous soyez cliqué. Seulement, Et je crois que c'est 75% des clics se font dans les 3 premiers résultats. ouais. Tu pourras me confirmer. Selon moi, c'est même pas 1% des personnes qui vont à la deuxième page. Même pas Je ne 1%. sais plus, il faudrait vérifier. Je Tu as suis peut-être des données plus à jour que les miennes. j'avais fait un article. Mais autant dire que si vous êtes à la deuxième page, vous n'aurez pas de clients. Ou une fois tous les 2 ans, mais déjà, s'il y a moins de 5% des personnes qui vont à la deuxième page, même si selon moi c'est moins d'1%, les chances que les personnes qui vont sur la deuxième page cliquent sur votre lien est vraiment infime. C'est pour ça qu'il est Ouais. important d'être à la première page, quoi. Ça voudrait dire en fait finalement que toutes les entreprises qui étaient juste avant n'ont pas donné satisfaction. Donc c'est possible, mais il y a à mon avis fort à parier qu'il y en ait au moins une dans le listing des entreprises, des sites qui puissent répondre à leurs problèmes. Et dans ce cas-là, ils n'iront jamais à la deuxième page parce qu'ils auront déjà le résultat. Ouais, Et exactement. je ne sais pas si tu voulais changer de sujet, je voulais juste te donner une petite anecdote pour les personnes qui ne croient peut-être pas encore à cet effet-là. Moi, je travaille donc dans un domaine un peu plus généraliste et j'ai aidé un client qui est psychologue à Lyon. Donc, autant dire que la concurrence est hyper rude. Autant dire que même lui, il avait commencé son activité il y a 3 ans. Il avait un travail salarié à côté parce qu'il n'avait pas encore la possibilité de vivre de ça.
Donc, autant dire que le marché est déjà bouché, saturé. Les gens sont là depuis 10, 15 ans, 20 ans sur Internet. Ce n'était pas gagné. On a commencé à mettre en place, donc lui, il a commencé tout seul à mettre en place la publicité Google. Ça ne marchait pas très bien. Il a arrêté, on en a discuté, puis moi, je lui ai dit, laisse-moi voir un petit peu ce que tu as fait sur ton compte. Je vais faire quelques ajustements. Je suis rentré dans son compte Google, j'ai fait des nouvelles annonces. Peu de temps après, il me recontacte, il me dit, bon, écoute, on va arrêter un peu la pub pour l'instant. Enfin, j'arrête un peu la pub parce que du coup, lui, il arrive maintenant à maîtriser un peu l'outil. Il me dit, j'ai arrêté la pub parce que du coup, j'ai trop de clients, j'ai trop de rendez-vous, je ne peux pas le gérer. Donc, en fait, il suffit juste. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste. Les informations sont les mêmes, c'est juste que je les ai reformulées. J'ai remis en avant certains points plutôt que d'autres. Je suis allé un peu voir ce que faisaient les concurrents. J'ai réadapté pour me différencier. Et au final, je l'ai apporté juste avec du copywriting et de la rédaction. Je lui ai apporté des résultats. Donc, c'est-à-dire que même pour des professions qui sont hyper concurrentielles, dans des grandes villes, on peut faire la différence et sortir son épingle du jeu. Cette personne-là, maintenant, elle est allée sur des plateaux télé, elle a fait des interviews comme ça. Donc, au final, si ce client-là peut avoir des résultats, un client à toi dans le BTP, une entreprise dans le BTP, a beaucoup plus, on va dire, de marge pour être présent et pour se faire valoir grâce à la publicité et à tout ce qui est lié au contenu sur Google. D'accord, ouais, bah, super ça. Et c'est vrai que vraiment la publicité Google pour tous les secteurs, ça marche extrêmement bien. Et en parlant de ça, bah, moi aussi, j'ai une anecdote. Je parlais avec quelqu'un, un propriétaire d'entreprise sur LinkedIn, et il me disait, moi j'ai fait de la pub Google, rien, pas de résultat, des demandes de devis, mais rien du tout. En fait, il s'est avéré que cette personne avait appelé une agence. Et bah, les agences, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des pros et il y a des personnes moins pros, quoi. Comme pour tout. Il s'est avéré que l'entreprise est sur Paris, donc elle fait que des interventions d'urgence sur Paris. Et l'agence qui avait fait sa publicité avait fait sa publicité dans toute la France, dont les dom-toms. Donc, il lui arrivait d'avoir des appels des Antilles pour faire des opérations d'urgence de plomberie. Autant vous dire que là, c'est normal qu'il ait Ouais. pas été très content des résultats. Mais si vous faites une publicité Google bien créée, où vous localisez bien la publicité, hein, là, ton psychologue sur Lyon, heureusement que tu n'as pas fait une pub sur Paris, quoi, bah là, vous aurez des résultats. Et d'ailleurs, j'ai rendez-vous avec lui vendredi, et le but, ça va être de corriger le tir. Et Mhm. aussi, il y a beaucoup d'entreprises, en particulier du BTP, qui disent moi, je marche qu'au bouche-oreille. Il n'y a que le bouche-oreille qui fonctionne. La plupart de ces entreprises n'ont jamais essayé la publicité Google. La plupart ont un site internet qu'ils ont fait une fois comme ça. Ils n'ont jamais mis le contenu à jour. Ils se sont jamais vraiment référencés en première page. Et après, bon, ils n'ont pas eu de résultat, donc ils pensent que ça marche pas. Alors que bah, quand on a les bonnes méthodes et qu'on est en première position, bah, là, forcément, on a des résultats. Mais ce que où je voulais en venir, c'est que le bouche-oreille, c'est vrai que c'est excellent. Vous ne pouvez pas avoir une meilleure recommandation que d'une personne que vous connaissez. Mais derrière, si la personne ne connaît pas quelqu'un dans son entourage qui a fait appel à, je ne sais pas, un couvreur ou un carreleur, elle fait comment pour vous connaître? Ça, c'est la réelle question. C'est que le bouche à oreille, ça marche très bien. Mais si personne ne parle de vous à une personne qui est dans le besoin, bah, derrière, le bouche à oreille sera inutile envers cette personne et vous devrez d'être en première position sur Google pour être visible envers cette personne. Je vais ajouter quelque chose. C'est vrai, en l'occurrence, moi j'ai contacté récemment une menuiserie qui faisait des travaux juste devant chez moi. Donc j'ai voulu les contacter pour les aider un petit peu et ils m'ont dit la même chose. Ils m'ont dit écoutez, nous on fonctionne qu'au bouche à oreille. Donc en l'occurrence, cette personne n'était pas intéressée. Il faut comprendre que Internet, c'est du bouche à oreille. Internet, c'est du bouche à oreille en ligne. C'est-à-dire que ça va être des mécanismes qui sont mis en place pour faire valoir, en fait, pour faire comment dire, une sorte de confiance, de preuve sociale, comme quoi vous êtes des bonnes personnes et qui va permettre aussi à ceux qui vous cherchent de vous trouver et de dire, OK, eux, ils m'ont l'air bons, ils m'ont l'air professionnels. Donc, il faut vraiment voir Internet comme du bouche à oreille en ligne, finalement. Mm.
Donc, effectivement, avoir du bouche-à-oreille, c'est très important, c'est super. C'est toujours ça qui fera que le business tourne finalement, parce que si les clients ne sont pas satisfaits, vous allez forcément un jour ou l'autre en pâtir. Mais en fait, Internet est une sorte d'amplificateur de ce bouche-à-oreille, dans la mesure où si, à votre petite échelle déjà, vous arrivez à vous faire connaître par d'autres personnes grâce au bouche-oreille, alors imaginez qu'Internet, ça va être juste exponentiel en fait. Et si vous êtes capable de le faire déjà en classique, sur Internet, avec la publicité, vous allez peut-être même plus pouvoir accepter les gens, tellement vous aurez de demandes, si ça marche comme ça déjà de base. Et en parlant de bouche à oreille, j'ai envie de dire qu'aucune des plus grosses entreprises ne repose que sur le bouche-oreille. Vous prenez Apple, tout le monde connaît Apple, tout le monde. Pourtant, ils dépensent des milliards chaque année en publicité. C'est pareil pour McDonald's, Coca-Cola, etc. Parce que le but de la publicité, c'est pas seulement de vous faire découvrir, c'est de rappeler aux gens que vous êtes là et qu'ils ont besoin de vous. Et par exemple, pour ça, la publicité Facebook peut être très bonne. C'est que peut-être qu'une personne n'a pas envie de refaire sa toiture maintenant, mais à force de voir vos publicités, peut-être qu'un jour, elle aura envie de faire un démoussage de sa toiture pour lui redonner un coup de jeune. Et ça, c'est une chose qu'elle n'aurait jamais faite si vous n'aviez pas fait de la publicité sur une offre de démoussage, par exemple. Et puis en plus, les posts que vous faites sur Facebook peuvent, grâce à la publicité, être mis en avant dans cette pub et donc recevoir plus d'interactions, plus de j'aime, plus de commentaires, plus de partages, ce qui va renforcer votre autorité, ce qui va renforcer votre visibilité. Et en fait, c'est une fois que vous aurez atteint un certain nombre de likes, de commentaires sur ces posts-là, ils resteront à vie comme ça. Donc en fait, c'est-à-dire que les personnes qui vont vous chercher sur Google, et c'est là le sujet aussi que je voulais aborder, c'était les réseaux sociaux en tant que vitrine. C'est-à-dire que votre réseaux sociaux n'ont pas un énorme impact forcément par rapport à l'algorithme dont on parlait tout à l'heure, mais par contre, ils vont, grâce à leur référencement, référencement de Facebook, de LinkedIn, vous allez apparaître dès les premières pages, dès les premiers résultats quand on tape votre entreprise. On va tomber sur vos réseaux sociaux obligatoirement. Donc, ils vont forcément aller par ici, vos futurs clients. Ils vont regarder votre compte LinkedIn, ils vont regarder votre compte Facebook. Et s'ils voient que vous avez des posts qui ont plein de likes, plein de commentaires, plein de partages, ça va les rassurer d'un autre côté aussi. Ouais, ouais, totalement. Bon, bah là, je crois qu'on a vraiment fait le tour. Pour aujourd'hui, en tout cas, oui, il y a beaucoup de choses à dire, mais on ne va pas non plus faire une journée entière, quoi. Ouais, bah peut-être qu'on pourra organiser un autre podcast sur un autre sujet par la suite, à voir Mm. comment ça se Et déroule. puis, euh, et puis si en plus de ça, les personnes ont envie qu'on parle de ce sujet, ils peuvent le dire en commentaire, tout Oui, simplement. je Enfin, vais dire en commentaire, on peut répondre sur LinkedIn aussi en commentaire. Éventuellement, on peut faire une autre vidéo tous les deux s'il y a beaucoup de peut-être sur le demandes sur un sujet en marketing, particulier. peut-être sur le marketing digital, ou rentrer peut-être plus en détail sur la publicité Google, emailing ou autre. Mhm. Par exemple, ouais. On en discutera de toute façon. En tout cas, bah, je vous remercie hein, si vous avez écouté jusqu'à ici. Il va y avoir presque une heure d'enregistrement, je pense. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube, à me suivre sur LinkedIn, aussi à suivre Richard sur LinkedIn. Tu feras un coucou dans les commentaires en dessous de la publicité Carrément, ouais. pour que les personnes puissent te voir. En tout cas, ça a été un plaisir. Ça a été Ouais, très plaisir partagé, ouais. de mon Il y a côté. beaucoup de valeurs. Ouais. On ne s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup de valeurs qui ont été données. Et j'espère que ça va aider ton audience. Ouais. Et pourquoi pas la tienne, hein, vu que là, on Mhm. parlait un peu du BTP, mais et Ça s'applique. Ouais, ouais, ça s'applique aussi plus généralement, effectivement. si ton audience veut aussi regarder, bah, ça serait cool. En tout cas, Mhm. je te remercie de bien avoir voulu participer Ouais. à ce Bah, podcast. c'est moi qui te remercie de m'avoir invité. Non, bah, il n'y a pas de quoi. Et on se dit Mhm. à très bientôt pour un nouveau Ouais, podcast. Et ça roule. bah, à bientôt, Richard, et à bientôt. Ouais. Allez, Salut, à bientôt. ciao.